UE 2.11 S1, dosage, préparation, dilution, solvant et soluté. À l'hôpital, l'infirmier a la charge d'administrer les médicaments aux patients après leur prescription sur une ordonnance par le médecin et leur dispensation par le pharmacien. Les médicaments se présentent sous de nombreuses formes pharmaceutiques et sont administrés par différentes voies. Le médicament prescrit nécessite souvent d'être reconstitué ou dilué avant son administration, ce qui implique une connaissance parfaite des calculs de dose de la part de l'infirmier. La dose correspond à la quantité de médicament qui doit être administrée au patient. Elle est exprimée selon la nature du médicament en unités de masse, en unités de volume ou au moyen d'unités particulières. Cette diapositive présente quelques exemples de doses de médicaments exprimées en différentes unités, comme la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne qui a un dosage à 25 microgrammes, ou le tacrolimus, un médicament immunosuppresseur, qui présente une spécialité dosée à 1 mg, la vancomycine, un antibiotique pour laquelle on trouve des flacons de 1 g, l'insuline, que l'on trouve essentiellement en solution de 100 unités internationales, ou bien enfin l'amphotericine B, un médicament antifongique qui existe en flacon de 15 ml. Il est indispensable de bien faire attention aux unités de dose qui peuvent être très différentes d'un médicament à l'autre. En effet, 1 mg de médicament ne correspond pas forcément à 1 ml et une unité internationale ne correspond pas forcément à 1 ml ou à 1 mg de médicament. Plusieurs grandeurs de doses peuvent être définies. Tout d'abord, la dose unitaire, qui correspond à la dose prise en une fois. Elle peut comporter une ou plusieurs unités thérapeutiques. Par exemple, 2 gélules à prendre en une fois correspondent à une seule dose. La dose efficace, qui est la dose minimale qui va traiter au mieux la maladie, et la dose maximale correspond à la dose à ne pas dépasser pour éviter les effets indésirables. Enfin, la dose toxique correspond à la dose qui produit des effets toxiques pour le patient et qu'il ne faudra surtout pas atteindre. La posologie décrit précisément les doses de médicaments et le rythme d'administration du médicament. La posologie décrit les doses de médicaments, c'est-à-dire donc la quantité de médicaments à administrer, soit en unité de prise, par exemple un comprimé, soit en unité de masse ou en unité de volume, par exemple des milligrammes ou des millilitres. Mais la posologie décrit également le rythme d'administration, par exemple toutes les 8 heures ou toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures. Les posologies sont souvent calculées en fonction de l'âge ou du poids des patients, particulièrement en pédiatrie. Le prescripteur peut être amené à adapter la posologie du médicament en fonction de l'état du patient, par exemple chez un insuffisant rénal, un patient obèse ou une personne âgée, ou bien en fonction d'éventuelles interactions médicamenteuses. L'ordonnance doit être rédigée de façon très précise et doit mentionner plusieurs informations essentielles. Le nom du médicament, inscrit en dénomination commune internationale ou DCI, par exemple tacrolimus, diazépam, vancomycine. La forme galénique, est-ce qu'il s'agit d'un comprimé, d'une solution buvable, d'une solution injectable ou d'un collyre? La posologie, c'est-à-dire la dose de médicament et le rythme d'administration, par exemple 1 mg par jour ou 100 unités internationales toutes les 8 heures. Le mode d'administration, par exemple voie orale, intraveineuse, intramusculaire, voie cutanée. Et la durée de traitement si elle est connue. Pour les médicaments utilisés par voie parentérale, l'ordonnance devra en plus préciser
le volume de perfusion, est-ce qu'il s'agit de perfuser 500 ml, 1 litre de médicament, le début de perfusion, par exemple 20 gouttes par minute ou 50 ml par minute, et enfin la durée totale de la perfusion, par exemple 2 heures, 24 heures, etc. Cette diapositive présente un exemple d'ordonnance. On y trouve des informations pré-imprimées concernant le prescripteur, comme son nom, sa fonction, son numéro de téléphone, la date de rédaction de l'ordonnance et des informations concernant le patient, notamment son nom, son prénom, sa date de naissance ou son âge, ou son poids, et enfin la signature du prescripteur. L'administration des médicaments nécessite que l'infirmier soit capable de calculer les doses à administrer, de prélever un volume d'une solution en fonction des doses prescrites ou de calculer un débit de perfusion. Il est donc indispensable de maîtriser les différentes unités utilisées et d'être capable d'effectuer les conversions d'unités nécessaires. La dose à administrer s'exprime souvent en multiples ou en sous-multiples de 10. Cette diapositive définit les puissances de 10 utiles aux conversions d'unités. Les doses de médicaments étant fréquemment exprimées en unités de masse, il est indispensable de bien connaître les multiples et les sous-multiples du gramme. Les plus utilisés sont le milligramme, qui correspond à 0,01 g, soit 10 puissance moins 3 grammes, et le microgramme, qui correspond à 10 puissance moins 6 grammes. À noter que l'appellation gamma, qui est équivalente au microgramme, ne devrait plus être utilisée car elle risque d'engendrer des confusions. Pour la mesure des volumes de médicaments, on utilise soit les mesures de capacité, comme le litre et ses sous-multiples, le centilitre et le millilitre, soit les mesures de volume, c'est-à-dire le mètre cube et ses sous-multiples, parmi lesquels figurent le centimètre cube et le millimètre cube. À noter que comme 1 litre correspond à 1 décimètre cube, 1 millilitre correspond à 1 centimètre cube. L'appellation cc pour centimètre cube, qui équivaut à 1 millilitre, ne devrait plus être utilisée, les prescriptions devant maintenant se faire exclusivement en millilitres. D'autres unités de mesure particulières peuvent être utilisées pour certains médicaments existant sous forme liquide. On trouve notamment l'unité internationale, UI, qui est une unité de mesure basée sur l'activité biologique mesurée. L'unité internationale est très utilisée pour des médicaments comme les vitamines, les hormones ou les vaccins. Chaque médicament mesuré en UI a une correspondance volumique qui lui est propre. Par exemple, pour l'héparine sodique, 1 ml correspond à 5000 unités internationales. Pour les insulines, en revanche, 1 ml correspond à 100 unités internationales. Certains médicaments liquides, comme les solutions buvables ou les collyres, se prescrivent en utilisant des unités de capacité particulières, comme les gouttes. Les gouttes s'expriment en chiffres romains. La diapositive présente les chiffres romains à connaître pour la prescription des gouttes. Attention, le volume d'une goutte varie en fonction de la viscosité du médicament et du diamètre du compte-gouttes utilisé. Une goutte ne représente donc pas forcément 1 millilitre. Par exemple, lorsqu'on administre du sérum physiologique, donc du chlorure de sodium à 0,9%, avec un compte-gouttes calibré, 1 millilitre correspond à 20 gouttes
de chlorure de sodium. De la même façon, une goutte ne représente pas forcément 1 mg. Par exemple, pour la bétaméthasone, un corticoïde en solution buvable, 1 mg équivaut à 80 gouttes. En revanche, pour le clonazépam, une benzodiazépine en solution buvable, 1 mg équivaut à 10 gouttes. Les sirops, qui sont particulièrement utilisés en pédiatrie, sont administrés avec une cuillère dont la capacité doit être connue. Une cuillère à café a une contenance de 5 ml. Par exemple, la posologie classique de l'amphotericine B en suspension, un médicament antifongique, est de 3 à 4 cuillères à café par jour, c'est-à-dire 15 à 20 ml de médicaments par jour. Une cuillère à dessert, en revanche, a une contenance de 10 ml. Et enfin, une cuillère à soupe a une contenance de 15 ml. Ce type d'unité est un peu obsolète à l'heure actuelle, le problème principal étant qu'il y a un grand risque d'imprécision dans la mesure du volume de médicaments. Quand c'est possible, il est donc préférable d'administrer le médicament au moyen de la cuillère mesure fournie avec le médicament par le laboratoire fabricant. Les médicaments sous forme liquide utilisés en pédiatrie peuvent être prescrits en doses kilo. La pipette permettant l'administration, vendue avec le médicament, comporte des graduations en fonction du poids en kilos. Le principe est simple. Pour administrer à l'enfant une dose kilo de médicament, il suffit de prélever du médicament à l'aide de la pipette jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant. Pour le réglage et la surveillance des débits de perfusion, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement d'un volume de médicaments injectables dans le temps, une parfaite connaissance des unités de temps est indispensable. Il faut donc connaître les conversions pour transformer des heures en minutes ou en secondes. Lors de la préparation d'une administration parentérale, mais aussi orale de forme médicamenteuse liquide, il est souvent nécessaire de calculer le volume à administrer en fonction de la posologie prescrite et du dosage initial de la forme pharmaceutique disponible. Il s'agit souvent de choisir la forme pharmaceutique la plus adaptée en fonction de la prescription. Ces calculs se basent sur une méthode mathématique, le produit en croix, qui permet d'obtenir une inconnue à partir de 3 données. Dans l'exemple donné sur la diapositive, le médecin prescrit 80 mg de fluconazole, un médicament antifongique, en administration intraveineuse. Il existe à la pharmacie de l'hôpital des flacons de 200 mg contenant 100 ml de solution médicamenteuse. Pour calculer le volume de médicament commercial contenant les 80 mg de fluconazole à administrer au patient, il faut poser le produit en croix comme présenté sur la diapositive. Le volume de solution commerciale à prélever est donc égal à 80 fois 100 divisé par 200, soit 40 ml. Il va falloir injecter 40 ml de médicament commercial dosé à 200 mg pour 100 ml. Un débit se calcule en mettant en rapport une quantité de médicaments, un volume exprimé en litres ou en millilitres, ou une masse exprimée en grammes ou milligrammes ou autre, avec une durée exprimée en heures ou en minutes. Par exemple, dans cette diapositive, le médecin prescrit 1,5 litre de glucose à passer sur 24 heures. Dans le cas d'une perfusion standard, 1 millilitre correspond à 20 gouttes. Pour répondre à cette demande, on commence par convertir 1,5 litre en millilitres. Cela fait 1500 millilitres.
On pose ensuite le produit en croix, comme expliqué sur la diapositive. 1500 ml correspondent donc à 1500 fois 20 divisé par 1, soit 30 000 gouttes. Les 1500 ml de glucose doivent être administrés au patient sur 24 heures, c'est-à-dire 24 fois 60, 1440 minutes. Le débit de perfusion sera donc égal à 30 000 fois 1 divisé par 1440, c'est-à-dire 20,8 gouttes, soit 21 gouttes par minute si l'on arrondit au plus près. La posologie précise donc la quantité et le rythme d'administration des médicaments. Il est primordial d'être vigilant sur les unités de manière à éviter les erreurs de calcul et donc les erreurs dans l'administration des médicaments. L'administration des médicaments en général et des médicaments injectables en particulier impose souvent des conversions d'unités de mesure, des calculs de dose et des calculs de débit. Tous ces calculs doivent être faits soigneusement et attentivement vérifiés car ils conditionnent la bonne administration des médicaments aux patients. Voyons maintenant les modalités de préparation des médicaments. Différents médicaments peuvent nécessiter une préparation par un infirmier avant l'administration au patient. Il peut s'agir de formes orales, c'est-à-dire de solutions buvables ou de suspensions buvables à reconstituer, ou bien de formes injectables pour perfusion ou pour injection intraveineuse directe, sous-cutanée ou intramusculaire. La préparation doit être conforme au résumé des caractéristiques du produit, du médicament. Les formes orales de médicaments contiennent soit le médicament sous forme liquide prêt à l'emploi, comme un sirop par exemple, soit sous forme lyophilisée, c'est-à-dire une poudre à reconstituer. Pour les médicaments disponibles en forme à usage multiple, il est primordial d'inscrire la date d'ouverture et la date limite d'utilisation sur l'emballage. Il est conseillé, à la fin d'un traitement, de ne pas conserver ces médicaments entamés. En effet, les ouvertures ou fermetures multiples ne favorisent pas une bonne conservation du médicament. Il est également essentiel de bien veiller à respecter les modalités de conservation des médicaments. Pour les médicaments à conserver à l'abri de la lumière, le stockage doit être adapté. En général, il se fait en flacons de verre brun dans le conditionnement original fourni par le fabricant. Pour les médicaments à conserver à 4 degrés, le stockage doit se faire dans un réfrigérateur dont la température est contrôlée. Lorsque la chaîne du froid a été interrompue parce qu'un réfrigérateur est tombé en panne ou que l'on a oublié de stocker le médicament au frais, l'état des médicaments devra être évalué au cas par cas en fonction de la durée de l'incident. Pour certains médicaments, le stockage au frais est conseillé, mais celui-ci n'est pas obligatoire pendant la durée d'utilisation du médicament. La décision de conserver ou de jeter le médicament devra être prise en accord avec le pharmacien hospitalier. Il est toujours préférable d'utiliser des formes à usage unique plutôt que des formes à usage multiple quand c'est possible. Les formes injectables de médicaments sont également disponibles sous deux formes, soit en forme liquide prête à l'emploi, en ampoule, en flacon, en poche ou en seringue pré-remplie par exemple, soit sous forme lyophilisée, en flacon qui nécessite une étape de reconstitution. Cette diapositive et la suivante présentent des exemples de résumé des caractéristiques du produit décrivant les modalités de préparation de deux médicaments en vue d'une administration par voie parentérale. La première diapositive présente l'exemple de la ceftriaxone, qui est un médicament antibiotique, et la seconde, l'exemple du belatacept, qui est un médicament immunosuppresseur.
Le résumé des caractéristiques du produit décrit, entre autres choses, les solvants qui peuvent être utilisés pour dissoudre le médicament. L'eau PPI, c'est-à-dire l'eau pour préparation injectable, du chlorure de sodium à 0,9%, du chlorure de sodium à 0,45% associé à du glucose à 2,5%, du glucose à 5%, du glucose à 10% pour la ceftriaxone, par exemple. Il peut être intéressant de disposer de plusieurs solvants possibles, de manière à pouvoir adapter le choix du solvant à la pathologie du patient. On évitera, par exemple, de reconstituer la ceftriaxone dans du glucose à 10% si le patient est diabétique. Certains résumés des caractéristiques du produit, comme celui du Belatacept présenté sur cette diapositive, décrivent les modalités de préparation de façon très précise en donnant les caractéristiques de la solution reconstituée. Ici, il s'agit d'une solution claire à légèrement opalescente, incolore à jaune pâle, ne devant pas contenir de particules opaques ni de corps étrangers. Les préparations de médicaments doivent être faites extemporanément, c'est-à-dire que le délai entre la préparation et l'administration doit être le plus court possible et, si possible, inférieur à 30 minutes pour garantir la stabilité du principe actif et éviter le risque infectieux. La préparation se déroule en plusieurs étapes: vérification de la conformité de la prescription, organisation du plan de travail, vérification des produits, préparation du médicament proprement dite et enfin identification de la préparation. La préparation se fait à partir de la prescription initiale, informatisée ou manuscrite, du médecin. Il ne faut en aucun cas travailler sur une retranscription d'une prescription initiale ou à partir d'une prescription faite par téléphone, car il y a un risque important d'erreur. L'infirmier doit vérifier la conformité de différents éléments sur la prescription: le nom et le prénom du patient, le poids et la surface corporelle, lorsque la posologie est prescrite en fonction du poids ou de la surface corporelle, la dénomination du médicament, puisque les médicaments doivent être prescrits en dénomination commune internationale, ou DCI, la forme galénique, la dose et l'horaire d'administration, et la voie d'administration. S'il s'agit d'un médicament injectable, le médecin doit préciser les modalités de dilution et la vitesse et la durée de la perfusion. À partir de ces éléments, l'infirmier va calculer les volumes à prélever en fonction de la dose à administrer. Il peut être utile de demander à une autre personne du service de vérifier les calculs en cas d'hésitation. En cas de doute sur la prescription, parce que la prescription est incomplète par exemple, ou parce que la prescription n'a pas été signée par le médecin, qu'il manque le dosage du médicament, que la prescription est peu lisible, que l'on a un doute sur le nom du patient, qu'il y a une suspicion d'interaction médicamenteuse ou de contre-indication par exemple, il faut demander une vérification au médecin avant de commencer la préparation. Il faut pouvoir disposer d'un temps dédié pour effectuer la préparation afin de ne pas être dérangé pendant le travail. La zone de préparation doit être située dans une pièce réservée ou dans une partie du poste de soins clairement dédiée à cette activité, propre et calme. Il est impensable de réaliser une préparation complexe d'un médicament dans un couloir ou dans une chambre de patient. Le plan de travail doit être décontaminé avant de débuter et le matériel nécessaire à la préparation doit être regroupé de façon à éviter les déplacements pendant la préparation. Avant de démarrer la préparation, l'infirmier doit vérifier qu'il a bien à sa disposition le bon médicament, le bon soluté de reconstitution et le bon soluté de dilution, que les produits ne sont pas périmés,
que l'emballage est intègre, que l'aspect du médicament est conforme, il doit s'agir d'une solution limpide qui ne doit pas avoir de coloration suspecte. Et enfin, il faut veiller à éviter les automatismes qui pourraient conduire à des erreurs. Par exemple, se baser sur la couleur des ampoules pour s'assurer qu'on a pris le bon médicament au lieu de lire l'étiquette. Au moment de commencer la préparation, le manipulateur doit se laver les mains, soit par un lavage simple, soit par une friction hydroalcoolique. Il est préférable de manipuler les médicaments avec des gants. Les protecteurs de stérilité des flacons, des poches et des seringues doivent être enlevés au dernier moment pour éviter de contaminer les produits. Au cours de la préparation, les bouchons des flacons et les sites d'injection des poches doivent être décontaminés après avoir ôté l'opercule. Il est nécessaire de décontaminer aussi les cols des ampoules avant de les briser. Une fois la désinfection faite, il ne faut plus toucher au site d'injection. Pour la sécurité du manipulateur, les aiguilles ne doivent en aucun cas être recapuchonnées. Elles doivent être immédiatement éliminées après utilisation dans les boîtes piquants tranchants. En cas de doute sur l'asepsie de la préparation, il faut tout jeter et recommencer la préparation pour éviter le risque d'infection, même s'il s'agit d'une préparation d'antibiotiques. En fin de préparation, il est important de vérifier l'aspect de la préparation. En effet, la préparation ne doit pas comporter de précipité ou de coloration anormale. Cela permet de s'assurer de la conformité du médicament que l'on va administrer. Les reliquats de médicaments et les autres déchets doivent être éliminés selon la filière adéquate mise en place au sein de l'établissement. La préparation doit être étiquetée immédiatement et quelques règles doivent être respectées. Il ne faut jamais écrire directement sur une poche de médicament, mais sur une étiquette collée sur la poche, car si la poche est légèrement humide, cela peut entraîner une migration de l'encre qui rendra illisibles les inscriptions. Les mentions qui doivent figurer sur l'étiquette de la préparation sont le nom du médicament, la dose du médicament, la voie d'administration, la durée de perfusion s'il y a lieu, le nom et le prénom du patient, la date et l'heure de la préparation, la date et l'heure de péremption et les modalités de conservation, par exemple si le médicament doit se conserver à l'abri de la lumière ou à 4 degrés. Des précautions particulières doivent être prises pour la manipulation de certains produits, comme les médicaments cytotoxiques. Les cytotoxiques sont des médicaments qui, comme les médicaments anticancéreux, ont la propriété d'altérer les cellules, pouvant aller jusqu'à les détruire. Les cytotoxiques n'agissent pas uniquement sur le métabolisme des cellules tumorales, mais ils influencent aussi celui des cellules saines. Ils peuvent donc avoir un effet mutagène, c'est-à-dire un risque d'altération de la structure de l'ADN, un effet tératogène, c'est-à-dire un risque de malformation du fœtus en cas de grossesse, et un risque cancérigène, c'est-à-dire un risque de provoquer ou d'aggraver un cancer. La préparation des cytotoxiques étant particulièrement délicate, elle est effectuée à la pharmacie dans des isolateurs, c'est-à-dire des enceintes dédiées, étanches, maintenues en surpression pour la protection des personnes qui manipulent les produits. Des précautions doivent être prises par le personnel infirmier lors de la manipulation des cytotoxiques dans les services de soins, qu'ils soient administrés par voie injectable ou par voie orale. Il est prudent de porter une blouse de protection à manches longues, des gants, un masque et des lunettes de protection. Les mêmes précautions sont également à prendre pour la manipulation des excrétas,
c'est-à-dire les selles ou les urines, ou les vomissures de patients sous chimiothérapie anticancéreuse. Il ne faut jamais broyer les comprimés ou ouvrir les gélules de cytotoxiques destinées à une administration par voie orale. Tout le matériel utilisé lors de la manipulation des médicaments cytotoxiques doit être jeté dans des conteneurs spécifiques et pas dans les poubelles ménagères de l'hôpital. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas manipuler de médicaments cytotoxiques. La préparation des médicaments doit donc toujours être conforme aux modalités décrites dans le résumé des caractéristiques du produit. Différentes étapes sont essentielles au cours de la préparation des médicaments. La vérification de l'ordonnance, le respect des conditions d'hygiène de la préparation et l'identification de la préparation. Enfin, la manipulation de certains médicaments, comme les anticancéreux, présente un risque élevé. Des précautions particulières sont donc à respecter impérativement. Pour finir, nous allons nous intéresser maintenant à la notion de dilution, de solvant et de soluté. Une solution est un mélange homogène constitué d'une espèce majoritaire, appelée solvant, et d'une espèce minoritaire, appelée soluté, qui est une substance solide qui va se dissoudre dans le solvant. Si la substance solide qui est mise en solution est hydrophile, elle va très facilement se dissoudre dans l'eau pour former une solution aqueuse. L'eau est alors le solvant. Lorsque la substance est lipophile, elle sera insoluble dans l'eau. En revanche, on pourra la dissoudre dans des solvants organiques comme l'alcool. Le solvant sera alors l'alcool. Un exemple très simple de solution est celle qu'on obtient par dissolution d'une pincée de sel, c'est-à-dire de chlorure de sodium, NaCl, dans l'eau. Il se forme une solution aqueuse salée qui contient deux solutés ioniques, des ions sodium Na+, et des ions chlorure Cl-, dans un solvant qui est l'eau. Un autre cas de figure est celui de la dissolution d'un morceau de sucre, c'est-à-dire de glucose, dans l'eau. Il se forme alors une solution aqueuse sucrée qui contient un soluté moléculaire, le glucose, dans un solvant qui est l'eau. Un certain nombre de solutions, principalement des solutions aqueuses, sont utilisées comme médicaments. La caractéristique principale de ces solutions est leur concentration, qui désigne la proportion de soluté présente dans le solvant. Elle peut s'exprimer de différentes façons. La concentration massique, qui est la concentration exprimée en grammes par litre ou en milligrammes par litre. La concentration molaire, qui est une concentration exprimée en mol par litre ou en millimol par litre. La concentration en équivalent, qui est exprimée en équivalent par litre ou en milliéquivalent par litre. Et la concentration en pourcentage, donc une concentration exprimée en pourcent ou en pour mille. La concentration massique désigne la quantité de soluté exprimée en masse, donc en grammes ou en milligrammes, contenue dans un volume de solvant exprimé en litres ou en millilitres. La concentration massique peut donc être exprimée en grammes par litre, en milligrammes par litre, en grammes pour 100 millilitres, en milligrammes par millilitre. C'est l'expression la plus courante de la concentration d'une solution de médicament. La concentration molaire désigne la quantité de matière de soluté exprimée en mol ou en millimol contenue dans un volume de solvant exprimé en litres ou en millilitres. Une mole correspond à la quantité de matière contenant 6,02 10 puissance 23 molécules, atomes ou ions.
Contrairement à la concentration massique où l'on évalue la quantité de soluté présent dans la solution en fonction de la masse du soluté, on évalue avec la concentration molaire la quantité de soluté en fonction du nombre de molécules, d'atomes ou d'ions présents dans la solution. La concentration en équivalent désigne la quantité de matière de soluté exprimée en équivalent ou en milliéquivalent contenue dans un volume de solvant exprimé en litres ou en millilitres. Contrairement à la concentration molaire, où l'on évalue la quantité de soluté présent dans la solution en fonction du nombre de molécules, d'atomes ou d'ions, on évalue avec la concentration en équivalent la quantité de soluté en fonction du nombre d'ions présents dans la solution uniquement. Ce mode d'expression de la concentration est utilisé essentiellement pour les solutés ioniques. La concentration en pourcentage fait référence à la proportion de chaque constituant du mélange. Elle s'exprime de 4 façons possibles. La concentration en pourcentage masse-masse, qui correspond au nombre de grammes de soluté dans 100 grammes de solvant. La concentration en pourcentage masse-volume, qui correspond au nombre de grammes de soluté dans 100 ml de solvant. La concentration en pourcentage volume-volume, qui correspond au nombre de millilitres de soluté dans 100 ml de solvant. Et la concentration en pourcentage volume-masse, qui est la concentration qui correspond au nombre de millilitres de soluté dans 100 grammes de solvant. Lorsqu'on parle d'une solution aqueuse, les choses se simplifient, puisque la concentration masse-volume est équivalente à la concentration masse-masse, et la concentration volume-volume est équivalente à la concentration volume-masse. Cela est dû au fait qu'un litre d'eau pèse 1 kg, ce qui implique qu'un gramme d'eau est équivalent à 1 millilitre d'eau. Ces deux diapositives présentent des exemples de calcul de doses impliquant des solutions aqueuses de médicaments dont les concentrations sont exprimées en pourcents. Dans le premier exemple, on cherche à administrer 15 mg de morphine à un patient à partir d'une solution de morphine dont la concentration est de 1%. Quand aucune précision particulière n'est donnée sur le conditionnement extérieur du médicament, il s'agit classiquement d'une concentration masse-volume. La concentration de cette solution de morphine est donc 1% masse-volume, ce qui signifie que la solution contient 1 g de morphine pour 100 ml de solution, c'est-à-dire 1000 mg de morphine pour 100 ml de solution. En divisant tout par 100, on constate que cette solution contient 10 mg de morphine pour 1 ml de solution. Pour administrer 15 mg de morphine, on devra donc prélever 15 fois 1 divisé par 10, soit 1,5 ml de solution. Dans le deuxième exemple, on cherche à administrer 15 mg de morphine à un patient à partir d'une solution de morphine dont la concentration est de 0,1% masse-volume. La solution contient donc 0,1 g de morphine pour 100 ml de solution, c'est-à-dire 100 mg de morphine pour 100 ml de solution. En divisant tout par 100, on constate que cette solution contient 1 mg de morphine pour 1 ml de solution. Pour administrer 15 mg de morphine, on devra donc prélever 15 fois 1 divisé par 1, soit 15 ml de solution. Dans ce troisième exemple,
On cherche à déterminer la quantité de principes actifs présents dans un flacon de 250 ml de glucose 5% masse-volume. Cette solution contient donc 5 g de glucose pour 100 ml de solution, c'est-à-dire 12,5 g de glucose pour 250 ml de solution. Dans le quatrième exemple, on cherche quelle est la quantité de principe actif contenue dans un flacon de 1000 ml de chlorure de sodium 0,9% masse-volume. Le flacon contient 0,9 g de chlorure de sodium pour 100 ml de solution. Donc dans ce flacon de 1000 ml, il y a 9 g de chlorure de sodium. Les solutions de médicaments se présentent sous différents conditionnements, en poche de PVC ou de polypropylène le plus souvent, ou en flacon. La composition des poches ou des flacons a son importance, car elle peut être à l'origine d'interactions contenant-contenu. Il peut s'agir d'une fixation d'une partie plus ou moins importante du médicament sur les parois de la poche, ce qui se traduit par l'administration d'une dose de médicament plus faible que prévu. Par ailleurs, une migration d'un ou plusieurs constituants des matériaux de la poche dans la solution médicamenteuse est aussi possible. Un cas très connu est l'un des matériaux utilisés pour la plastification du PVC, qui peut migrer dans les solutions de certains anticancéreux, comme le paclitaxel. Cela pose bien évidemment la question de la toxicité éventuelle de ces produits. Un autre paramètre à prendre en compte est les incompatibilités physico-chimiques pouvant se produire si différents médicaments sont administrés simultanément sur une même voie. Il s'agit d'une interaction galénique et non d'une interaction médicamenteuse qui résulte d'un changement physico-chimique pouvant se manifester par la formation d'un précipité visible, par un changement de coloration ou l'apparition d'une opalescence visible, par un dégagement gazeux, par un changement de pH. Le risque est d'obstruer les voies d'administration du médicament ou de provoquer une embolie, c'est-à-dire une obstruction de la circulation sanguine chez le patient. On peut aussi avoir une diminution de l'efficacité du médicament ou la formation de dérivés toxiques. Un certain nombre de solutés injectables sont utilisés en thérapeutique. Les plus employés sont le soluté injectable isotonique de chlorure de sodium à 0,9% ou sérum physiologique, les solutés injectables de glucose à 5%, à 10% ou à 30%, et les solutés de bicarbonate de sodium à 1,4% ou 4,2%. Ces solutés servent souvent de véhicule à des médicaments qui doivent être administrés en perfusion. Lors de l'utilisation de ces solutés, l'infirmier doit être particulièrement prudent. Il faut systématiquement lire attentivement les étiquettes et ne jamais se fier au code couleur attribué aux solutés afin d'éviter de tomber dans des automatismes. En effet, les conditionnements extérieurs de différents solutés peuvent être très proches, comme vous pouvez le voir sur les photos présentées sur la diapositive, et peuvent induire des erreurs. De plus, les changements de fournisseurs sont fréquents à l'hôpital, les changements d'étiquetage et les changements d'expression de la dose sont fréquents chez les fournisseurs, ce qui peut être à l'origine d'erreurs médicamenteuses graves en cas de lecture partielle des étiquetages par l'infirmier. Un exemple d'erreur d'administration est présenté en bas de la diapositive. On constate que les conditionnements du glucose 10% et du gluconate de calcium 10% sont très proches, ce qui a induit en erreur l'infirmier. Celui-ci a du coup administré au patient du gluconate de calcium au lieu du glucose, heureusement sans conséquences majeures. Cet exemple met en lumière la nécessité de lire attentivement la totalité des mentions de l'étiquette avant d'administrer un soluté.
plus on ajoute de solvant à une solution de médicament, plus la concentration de ce médicament va diminuer, puisque la quantité de principe actif reste la même et que le volume de solvant augmente. La dilution est donc une opération permettant d'obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de départ, soit en rajoutant du solvant, soit en prélevant une partie de la solution et en complétant avec du solvant. Cette dernière solution présente l'avantage de garder, pour la solution finale, le même volume que la solution initiale. La dilution est exprimée par son facteur de dilution, c'est-à-dire un rapport correspondant à un nombre de volumes de médicaments pour un nombre de volumes de solution totale. Par exemple, une solution au 1 centième signifie qu'il y a dans cette solution 1 millilitre de médicament pour 100 millilitres de solution totale. Les calculs de dilution se font simplement grâce à une formule C1V1 est égal à C2V2, pour laquelle C1 est la concentration de la solution de départ, C2 est la concentration de la solution finale que l'on souhaite préparer, V2 est le volume de la solution finale que l'on souhaite préparer, V1 est le volume de la solution de départ qu'il faut prélever pour préparer la solution finale diluée. V1 est donc l'inconnu du calcul. Attention, comme pour tout calcul, les calculs de dilution doivent se faire avec des unités de concentration et de volume identiques pour la solution de départ et la solution finale. Voici un exemple de calcul de dilution. On souhaite préparer une poche de 1000 ml de glucose 7,5% à partir d'une solution de glucose à 40% disponible à la pharmacie de l'hôpital. La concentration de la solution de départ disponible à la pharmacie, C1, est donc 40%. La concentration de la solution finale que l'on souhaite préparer, C2, est donc 7,5%. Et le volume de la solution finale que l'on souhaite préparer, V2, est de 1000 ml. On cherche V1, le volume de la solution de départ disponible à la pharmacie qu'il va falloir prélever pour préparer la solution finale. On applique la formule C1V1 égale C2V2, donc V1 égale C2 fois V2 divisé par C1. Cela signifie que V1 est égal à 7,5 fois 1000 divisé par 40, c'est-à-dire 188. Il va donc falloir prélever 188 ml de la solution de départ disponible à la pharmacie et compléter la poche avec de l'eau pour préparation injectable jusqu'à un volume de 1000 ml. Une notion importante lorsque l'on s'intéresse à l'administration des solutés est la notion d'isotonie, d'hypotonie et d'hypertonie. Cette notion renvoie à la pression osmotique du soluté selon qu'elle est identique dans le cas d'un soluté isotonique, inférieure dans le cas d'un soluté hypotonique ou supérieure dans le cas d'un soluté hypertonique à la pression osmotique du sang. L'osmolarité d'une solution, qui traduit la pression osmotique, correspond au nombre de particules osmotiquement actives, c'est-à-dire capables d'attirer le solvant, par litre de solution. Elle s'exprime en nombre d'osmoles par litre ou en milliosmoles par litre. L'osmolalité d'une solution correspond quant à elle au nombre de particules osmotiquement actives, c'est-à-dire capables d'attirer le solvant, par kilogramme de solution. Si le solvant est l'eau, comme 1 litre d'eau correspond à 1 kg, l'osmolarité d'une solution aqueuse est égale à son osmolalité. On a coutume de classer les solutés administrés en thérapeutique en fonction de leur osmolarité comparée à celle du plasma. L'osmolarité du plasma étant de 300 milliosmoles par litre,
On distingue donc des solutés isotoniques ou isoosmolaires, dont l'osmolarité est équivalente à celle du plasma, c'est-à-dire 300 milliosmoles par litre, des solutés hypotoniques ou hypoosmolaires, dont l'osmolarité est plus faible que celle du plasma, et des solutés hypertoniques ou hyperosmolaires, dont l'osmolarité est plus forte que celle du plasma. En pratique, cette classification des solutés a son importance car l'administration de solutés dont l'osmolarité est très différente de celle du plasma peut avoir des conséquences graves. En effet, lors de l'administration d'un soluté hypotonique, donc de concentration en particules osmotiquement actives inférieure à celle du plasma, il apparaît une différence de concentration en particules osmotiquement actives entre l'intérieur et l'extérieur des hématies. Le milieu intérieur des hématies est plus concentré en particules osmotiquement actives que le plasma lui-même, ce qui attire l'eau du plasma à l'intérieur des hématies et provoque un gonflement des hématies pouvant aller jusqu'à l'éclatement. C'est l'hémolyse. Lors de l'administration d'un soluté hypertonique, donc de concentration en particules osmotiquement actives supérieure à celle du plasma, il apparaît une différence de concentration en particules osmotiquement actives entre l'intérieur et l'extérieur des hématies. Le milieu intérieur des hématies est moins concentré en particules osmotiquement actives que le plasma lui-même, ce qui incite l'eau à sortir des hématies. Les hématies vont donc se ratatiner. Enfin, lors de la perfusion d'un soluté isotonique, les transferts d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule sont identiques. Les hématies ne sont donc pas altérées. Les solutions utilisées en perfusion sont le plus souvent isotoniques au sang. Les solutions hypertoniques ne sont employées que dans certains cas particuliers. L'administration doit se faire impérativement en voie veineuse centrale sur une veine de gros calibre lorsque l'osmolarité du soluté dépasse 900 milliosmoles par litre en perfusion très lente et sous surveillance. Les solutions hypotoniques ne doivent jamais être administrées. Voici un exemple de solution hypertonique administrée couramment dans le cadre de la nutrition parentérale. Le péricabivène, dont l'osmolarité est de 750 milliosmoles par litre, est hypertonique, mais d'osmolarité inférieure à 900 milliosmoles par litre. Il peut donc être administré en voie veineuse périphérique ou centrale. Le cabivène, au contraire, présente une osmolarité très élevée de 1060 milliosmoles par litre. Ce produit doit donc être administré en voie centrale exclusivement. Beaucoup de médicaments existent en solution aqueuse pour lesquels la concentration de la solution est le paramètre principal à maîtriser. Il peut exister des interactions contenant-contenu et des incompatibilités physico-chimiques interdisant l'utilisation de certains matériaux et certains solvants pour l'administration de médicaments, ainsi que le mélange de certains médicaments entre eux. Ces informations sont essentielles pour une bonne administration des médicaments aux patients. Enfin, l'osmolarité est un paramètre crucial permettant de classer les solutés. Un soluté hypotonique ne doit jamais être administré sous peine de provoquer une hémolyse pouvant avoir des conséquences graves pour le patient.